Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Oui, moi j'avais hâte parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, Nicolas et moi, il m'a commencé à m'aborder un peu son sujet de son parcours qui était vraiment pas dans le SEO au début. Puis j'étais comme, OK, mais garde-moi ça pour le podcast. Fait que je voulais commencer un peu par ça, ton parcours qui est différent, on pourrait le dire. Là. Donc, vas-y, Nicolas. Absolument. Ben moi, en fait, à l'université, je suis allé à l'université de Sherbrooke, j'ai étudié en kinésiologie, spécialisation en encadrement sportif. Donc, moi, j'ai travaillé, lorsque j'ai fini mes études, j'ai parti une boîte en préparation physique d'athlètes. Donc, j'entraînais des athlètes de haut niveau, joueurs de hockey professionnels, même des plus jeunes. Je me suis occupé de l'équipe nationale masculine de volleyball pendant près de 10 ans. Donc, j'étais vraiment quelqu'un qui était tagué, excusez-moi l'expression anglophone, mais j'étais vraiment tagué comme un préparateur physique. J'étais chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, à la faculté d'éducation physique et sportive. J'enseignais la méthodologie d'entraînement. Donc, j'étais vraiment dans le monde sportif. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'en 2012, avec mon partenaire, on a parti un gros projet web où est-ce qu'on voulait rendre notre préparation physique, avoir un certain levier, puis avoir quelque chose d'un peu plus grand pour monétiser tout ça, pas nécessairement juste en présentiel, mais on s'est planté solidement. Là. On avait pris un gros montant pour l'aurait mis aux poubelles ou aux toilettes, ça aurait fait la même chose. Donc, ça a fait vraiment mal au niveau financier. Mais par contre, ce que ça a fait, c'est qu'en moi, j'avais deux choix rendus là. C'était bon, je ne ferai plus jamais de web, ce qui était complètement fou parce qu'on est en 2012. Ou bien non, ce que je me disais, c'est bon, ben, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder ça un peu, poser des questions à des gens qui étaient externes aux gens qui nous avaient aidés dans le projet. Puis bon, il y avait plusieurs problèmes, mais un des problèmes, c'est qu'on ne ressortait pas sur Google, donc on n'avait pas eu beaucoup de visiteurs. Bon, on a fait un peu de pub, mais il y avait d'autres problèmes aussi, là, on s'entend. Mais j'ai commencé par ça, par comprendre c'était quoi le SEO. Puis je me suis rendu compte que ça ressemblait énormément à la préparation physique d'athlète. Tu sais, en préparation physique d'athlète, qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, on cherche c'est quoi les qualités physiques d'un sport. Donc, si j'entraîne un joueur de hockey, je regarde, bon, y a-tu besoin de vitesse, y a-tu besoin de force, y a-tu besoin de puissance, y a-tu besoin de flexibilité? Puis dans quelle proportion qu'il a besoin de tout ça pour bien performer dans son sport en étant performant, mais en restant aussi en prévention de blessures. Donc, il y a des paramètres, puis je trouve un peu l'importance de chacun de ces facteurs-là pour les prioriser dans une planification d'entraînement. Puis c'était exactement la même chose avec le SEO. Dans le fond, ce que je fais, c'est qu'au lieu de prendre un athlète, je prends un site web. Puis là, je regarde, bon, OK, il y a des rankings, donc il y a des joueurs en avant de moi. Qu'est-ce que Google aime de ces sites web-là que je devrais avoir pour performer aussi bien? Google est le juge. Il donne des règlements. Puis si Google décide de changer les règles du jeu, ben c'est un changement d'algorithme. Mais dans le sport, c'est la même chose. Des fois, il y a des règlements qui changent, puis c'est plus les mêmes qualités physiques parce qu'il y a moins de repos, il y a plus de repos, donc des choses comme ça. Donc, c'était tellement identique comme mentalité que je me suis mis à travailler là-dedans. Je faisais des gigs on the side, puis en 2016, j'ai arrêté la préparation physique, puis je me suis consacré au SEO complètement. Est-ce que ça te manque, la préparation physique, quand même? J'adore le parallèle que tu as fait, ça n'a pas de bon sens qu'on se rende d'un à l'autre puis que ça fasse autant de sens que ça me fait rire. C'est très bon, mais est-ce que ça te manque? Parce que c'est quand même, bien que tu aies fait le parallèle, c'est quand même deux mondes complètement différents. Quand même, là, c'est pas sportif, là, faire du SEO, mettons, on peut faire l'analogie du sport, mais c'est pas la même chose. En fait, c'est la même manière d'analyser le problème et de le faire performer. Ouais. Donc, le côté performance avec des rankings, tout ça, moi, je suis un gars qui a grandi beaucoup dans le monde de l'athlétisme où est-ce que tu as des rankings en fonction de ta performance, très, très, très similaires. Uh-huh. Par contre, effectivement, que le côté humain, le côté communication, ben en SEO, il y en a moins, mais en même temps, c'est intéressant parce que d'avoir l'aspect communication, empathie, ça peut faire en sorte que c'est un SEO qui n'est pas juste technique, charabiole, mais que tu peux amener ça à sa plus simple expression. Parce que souvent, le SEO. Puis ça, c'est quelque chose. Humaniser le SEO. Tu sais, on dit en préparation physique, on dit c'est 10 ans ou 10 000 heures pour qu'un athlète soit un athlète de haut niveau.
Et si tu fais 10 ans, 10 000 heures, puis que tu veux bien partir un athlète, tu commences jeune avec lui. Si l'athlète il a 5 ans, puis je donne un exemple, 5-6 ans, puis que tu commences avec lui avec un préparateur physique professionnel, puis qu'il fait 10 ans avec cet athlète-là, il va arriver à 16 ans, il va avoir sa puberté, puis il va arriver dans la fenêtre parfaite avec le bon rush hormonal, puis tu as tout fait ça. Mais à 5-6 ans, là, si tu as à expliquer les lois de Newton à un enfant de 5-6 ans, il faut que tu le fasses avec des bonnes analogies parce que sinon, l'enfant ne comprendra pas. Mais si tu fais des analogies avec des choses qu'il comprend à 5-6 ans, ben là, il va comprendre les lois de Newton dès son plus jeune âge, puis il va vraiment mieux performer. C'est la même chose avec le SEO. Moi, quand j'ai des concepts compliqués à enseigner, je les enseigne comme si j'enseignais les lois de Newton à un enfant de 5-6 ans. Parce que je commençais avec des enfants de 5-6 ans pour bien les encadrer sur une période de 10 ans, 10 000 heures, comme un bon préparateur physique devrait faire. Tu sais. Ouais, ça fait du sens. J'avais aimé ça, justement. C'est comme ma deuxième question que tu parles de comment tu vulgarisais parce qu'on en avait parlé ensemble puis j'avais trouvé ça super intéressant quand tu m'avais parlé. Moi, on dirait que j'ai comme tout ce qui est web, si je maîtrise. On dirait que le SEO, ça a tout le temps été pas ma bête noire, mais ça m'intriguait. Ça m'a toujours intrigué. Là. J'ai fait plusieurs petites formations, tout ça, mais on dirait que j'ai jamais réussi à avoir, tu sais, mettons, je sais pas, Facebook Ads, tu fais telle chose visuelle. On dirait qu'il y a comme une liste de choses que je peux procéder. On dirait que le SEO, il y a comme plein de petits secrets qu'on connaît pas, puis que ça évolue souvent aussi. Comment que tu fais pour, comme, faut que tu te mettes souvent à jour? As-tu une liste de choses que tu essaies de faire pour plaire dans Google? Comment tu fais ça de ton côté? En fait, avec Google, il faut s'entourer. Il faut avoir des communautés de gens qui font du SEO. Puis il faut aussi que ce soit des gens qui font des tests. Donc, il faut aussi oser tester. Parce que si on y va juste avec des oui-dire ou des mythes ou des généralisations, ben, on risque de se tromper. Donc, oui, il faut faire des tests. Puis, des fois, en faisant des tests, ça ne marche pas. Fait qu'on se rend compte qu'on a testé des choses et ça n'a pas marché. Mais des fois, en testant quelque chose, on se rend compte qu'on fait des découvertes sur d'autres choses. Puis on fait, oh, OK, ouais, ça c'est vraiment hot, ça fonctionne. Donc, faut, oui, se former à la base sur les fondamentaux du SEO, mais par la suite, effectivement, que c'est de faire beaucoup de tests. Puis c'est sûr que Google ne va pas nous donner la recette. Google préfère vendre du Google Ads parce que c'est même la majorité de leurs revenus. C'est leur plus gros poste de revenus, c'est le Google Ads. Même s'ils chargent pour plein d'autres trucs, ça reste aujourd'hui encore en 2022 Google Ads qui est leur plus gros revenu. Puis le SEO, veut pas, ben, à un moment donné, c'est fatigant pour eux. Donc, c'est certain que Google, des fois, ils disent de tourner à droite, mais en réalité, quand tu fais des tests, tu te rends compte que c'est tourner à gauche. Mais des fois, ils disent de tourner à droite, puis c'est aussi tourner à droite. Donc, des fois, ils disent la vérité, mais des fois, ils font des petits mensonges. Ils disent des choses, puis tu dis, c'est pas de même. Moi, quand je fais mes tests, en tout cas, c'est pas de même que Google réagit. Mais officiellement, Google dit ça. Si les gens ne font que par ce que John Mueller de Google dit, il y en a des fois qui ça ne fonctionne pas, puis ils se posent des questions. Est-ce que Google fait ça de façon volontaire ou ils se trompent eux-mêmes à l'intérieur parce qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes, le porte-parole ne comprend pas tout de l'algorithme? Je ne sais pas. Je ne peux pas prêter d'intention, mais reste que c'est quand même spécial un peu. Ouais. Fait que c'est normal d'être mélangé en SEO un petit peu. C'est quasiment à la limite pratique pour Google qui vend du Google Ads. Est-ce que c'est quand même difficile à apprendre? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de critères pour le SEO, pour avoir un bon SEO. T'sais, nous, on connaît la partie plus web. La plupart du monde connaissent la partie plus web, donc avoir des bonnes métadonnées, des alt tags, des choses un petit peu plus par rapport au web. Mais je sais qu'il y a plein d'autres critères. Est-ce que tu peux en énumérer un petit peu juste pour qu'on comprenne l'étendue de ce que c'est le SEO? Oui, ben en fait, il y a plusieurs trucs. Bon, il y a effectivement tout ce qui a rapport à sur la page ou sur le site, qu'on appelle du on-site SEO ou du on-page SEO, qui est ce que tu viens d'énumérer, donc les alt tags, les métadonnées, ainsi de suite. Donc, le contenu du site web. Si on n'a pas supposons que je veux sortir pour un terme, mais que j'ai pas les bases, c'est que j'ai pas dans ce terme-là dans mon URL, j'ai pas ce terme-là dans mon H1 qui est le gros titre, j'ai pas ce terme-là dans mon métatitre qui est le titre en bleu qui apparaît dans Google ou dans la petite tête en haut là, du navigateur. Déjà là, l'analogie que je pourrais donner, c'est que c'est comme si j'avais pas
j'avais pas de direction après la voiture, puis elle n'est pas aérodynamique, puis elle n'a pas de suspension. C'est dur d'aller dans une direction. Puis là, il y a du monde qui vont m'appeler. On va envoyer des liens externes, des backlinks. Les backlinks, c'est comme la force du moteur. C'est correct, c'est bon d'avoir un bon moteur, mais si ton auto, elle n'a pas de suspension, elle n'a pas de roue, elle n'a pas de direction, ben tu vas prendre le champ, c'est tout ce qui va arriver. Donc, il faut avoir des prérequis. Puis ça, je dirais que c'est l'analogie de la voiture qui est bien alignée et est une bonne analogie pour parler de ça. Le off-site SEO, qui est le SEO en dehors du site web, c'est les liens externes. Les liens externes, c'est lorsque d'autres sites web envoient des liens vers ton site web. C'est des votes de confiance, dans le fond. Donc, ça, c'est en dehors de notre site web. Souvent, on n'a pas tant le contrôle là-dessus parce que, à moins qu'on demande à un autre site web d'envoyer des liens par nous, mais sinon, c'est par notre contenu qu'on va l'attirer. Ça peut être un hybride des deux. Mais, grosso modo, c'est souvent, on va les attirer par la création de contenu pertinent. Puis sinon, il y a l'SEO technique. Ça, c'est tout ce qui est l'aspect code. L'aspect plus geeky de la chose, là, c'est d'analyser le code, tout ça, s'assurer que tout est optimisé. Donc, ça, c'est vraiment plus du travail de geek. Puis c'est quoi, mettons, que tu verrais sur un site, t'es comme, oh mon Dieu, ça, c'est vraiment pas des bonnes pratiques. Comme quelqu'un qui dit 3 choses que t'as comme, en tant que marketeur SEO, là, qui te fait. Je cherche le mot, là, l'expression, là, mais le poil des bras, là, qui te fait frissonner le poil des bras, c'est ça l'expression? Ouais. Fait lever le poil des bras, c'est ça. Me fait lever le poil des bras, je te dirais, les gens qui disent hey, je veux sortir pour ce mot-clé-là, mais que nulle part on voit le mot-clé, donc on ne le voit pas dans l'URL, on ne le voit pas dans le titre, puis on ne le voit pas dans le métatitre, puis même on ne le voit pas dans le contenu de la page, tu sais, c'est correct, c'est bon, tu as un objectif, mais tu n'as aucun contenu qui s'y rattache. Même si tu as le plus beau site web, le plus beau design et ainsi de suite, tu ne pourras pas sortir en SEO. Est-ce que ça me fait dresser le poil? Non, parce que la majorité des gens ne le savent pas, fait que c'est correct. Il n'y a pas grand-chose qui me fait dresser le poil, mais je te dirais que je me dis, OK, c'est pas facile. Ce qui me fait dresser le poil en SEO, c'est peut-être un peu plus. J'ai une anecdote à raconter. À un moment donné, je travaillais avec une entreprise qui avait son site web qui était, on va le nommer, un Shopify. Puis, l'entreprise comme telle avait le problème avec Shopify, c'est le bilinguisme de la plateforme. Okay? C'est pas super hot pour les sites bilingues, malheureusement, même si Shopify est une compagnie canadienne basée à Ottawa, ce qui est ironique un peu. Mais pour le bilinguisme, c'est pas super. Puis les URL se font seulement dans une langue. Donc, si tu fais ton site web en anglais, puis que, mettons, tu veux sortir pour, je sais pas quel mot-clé, là, mettons, cell phone, pour un téléphone cellulaire, OK, tu vas sortir tu vas avoir l'URL cell phone, mais là, après ça, si toi, tu vas avoir l'URL téléphone cellulaire, je donne un exemple, pour la même page en français, tu ne pourras pas. Ça va juste être fr/cellphone. Mais moi, /cellphone, je ne veux pas ça. Moi, je veux fr/téléphone cellulaire. Donc, si je ne peux pas mettre mes URL en français, ça, j'aime pas ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est que dans cette histoire-là, j'ai contacté l'agence qui faisait le site web pour cette entreprise-là. Puis je leur dis, écoutez, ça serait vraiment bien, j'aimerais ça si vous pouviez mettre les URL en français plutôt que de juste mettre fr/l'URL en anglais. Et l'entreprise va me dire ah ben non, ça ne change rien ça pour le SEO, on connaît ça, on a de l'expérience. Écoute, moi, c'est ça, une agence qui fait du web, mais qui me dit qu'elle a de l'expérience et qu'elle dit que ça ne change rien à l'expert en SEO qui est engagé par l'entreprise. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais hormis ça, moi, quand les gens m'écoutent, je suis toujours bien heureux, peu importe le niveau d'éducation, parce que c'est vrai que le SEO peut être compliqué ou inconnu, parce que c'est même un art ou une science cachée, comme je l'expliquais précédemment. Puis, je connais beaucoup de gens qui travaillent en SEO, mais qui vont juste, si le site web n'est pas avec WordPress, ils ne travaillent pas avec ça. Est-ce que c'est quelque chose que toi, là, tu parles de Shopify, est-ce que c'est quelque chose que tu te limites si c'est pas WordPress? Non. WordPress est une belle plateforme, mais je veux dire, je travaille avec n'importe quelle plateforme, que ce soit
Peu importe, Shopify, je veux dire, j'ai même travaillé avec du Nopcommerce, j'ai fait un peu de tout. Je te dirais que c'est sûr que ce qui est le fun avec WordPress, c'est que les plugins puis tout, ça va super vite. Puis c'est une plateforme qui est utilisée, bon, il y a beaucoup d'entreprises que leur site web est sur WordPress, mais là, je vois de plus en plus des Wix, des Editor X, qui est un peu le produit de Wix aussi. Moi, peu importe le CMS, en autant que je puisse avoir accès à ce que je veux avoir accès. C'est juste que des fois, il y a des plateformes que je suis moins familier, donc il faut que j'aille sur YouTube trouver comment faire. Comment on fait ça sur ce CMS-là? C'est drôle, même que des fois, c'est mes clients qui m'en apprennent parce que je leur pose la question, puis eux, ils savent, puis moi, je ne le sais pas. J'ai juste l'air un peu... Bon, ils comprennent que c'est pas la plateforme avec laquelle je travaille le plus souvent, mais souvent, c'est des gens qui ont des plateformes qui sont moins utilisées par les entreprises, fait qu'ils sont conscients de ça aussi. Fait que ça les fait rire de dire OK, je vais montrer à mon gars de SEO comment changer, par exemple, les alt text ou les choses comme ça. Est-ce que la croyance populaire de dire que justement WordPress est meilleur pour les SEO, c'est vrai ou c'est vraiment juste parce que c'est une question d'habitude des experts en SEO? Ou est-ce que c'était vrai anciennement puis ça ne l'est plus? C'était vrai anciennement. C'est de moins en moins. Ben, c'était vrai anciennement. C'était une polémique, là. C'est un gros statement, là, mais c'était plus vrai. Je ne veux pas dire que c'était 100% vrai, mais c'était plus vrai anciennement de dire que le WordPress était meilleur pour le SEO dû justement aux nombreux plugins, mais c'est sûr qu'il y a bien des CMS là, qui ont mis les bouchées doubles pour pouvoir être compétitif aussi. Fait que c'est plus nécessairement autant vrai. Ceci étant dit, c'est vrai que les gars de SEO, WordPress, c'est facile. Tu y vas les yeux fermés, donc c'est vrai que ça facilite la tâche, mais en même temps, c'est pas l'entreprise à s'adapter aux gars de SEO, mais bien l'inverse. Hein, on est là pour servir le client. Donc, si lui, ce CMS-là, c'est pas celui qui le sert le mieux, ben, le gars de SEO doit s'adapter, évidemment. Puis si je te dis que le site il a été codé de A à Z sans CMS, mettons. Ah ben ça se fait aussi, mais dans ce Ouais. temps-là, il faut que je travaille de pair avec faut que je Mhm. travaille de pair avec l'équipe de programmeurs. Habituellement, ça arrive quand une entreprise a vraiment des besoins spécifiques, puis elle a des plus gros budgets. Fait qu'habituellement, elle a les moyens de payer l'équipe de Ouais. programmeurs et le gars de SEO en même temps, parce que c'est rare que c'est une petite PME qui va avoir un site codé de A à Z en custom. Le défi avec les sites web codés en custom, c'est des super de beaux sites web souvent, c'est des sites web qui ont des fonctionnalités souvent très, très intéressantes ou spécifiques à l'entreprise, puis vraiment individualisées. Le défi, c'est que quand on installe les nouvelles fonctionnalités au site web, souvent il y a des bugs au niveau du SEO. Ben, oui, il peut y avoir des bugs techniques sur la fonctionnalité du site web que là, l'entreprise va s'en rendre compte, mais sinon, des trucs que moi, je vais arriver, je vais faire « Ah non, OK, ils ont fait des rénovations de guillemets dans le site web, mais ils ont eu un impact sur le SEO. Donc, des fois, je suis en arrière à ramasser les miettes, à faire le ménage après ça, parce que souvent, des sites web comme ça, il y a des modifications, ça peut avoir une incidence. Mais comme je l'ai dit, c'est des beaux sites web, c'est fonctionnel, souvent spécifiques à ces entreprises-là. Donc, ça peut être super intéressant. Il faut juste être plus à l'affût que quand il y a des modifications, ça peut avoir un impact plus grand sur le SEO. Nicolas, un des trucs qui m'a pas mal accroché, parce que Maud avait fait une petite présentation quand elle m'a dit j'invite Nicolas au podcast. Puis elle m'a dit t'étais qui un petit peu. Elle m'a dit que tu avais moi j'ai trouvé super cool ton lead magnet que tu avais. On parle beaucoup de ça en B2B, on parle beaucoup de ça pour nous-mêmes, en fait, de mettre le pied dans la porte. Donc on arrive avec un client, puis juste offrir un petit mini-service qui va aider pour mettre le pied dans la porte, puis après ça dire ah, je pourrais t'aider avec ça aussi, puis upsell à partir de là, qui fait pas mal de sens pour les entreprises de services comme la tienne, comme la nôtre aussi. J'ai le goût que tu me parles du tien parce que j'ai trouvé ça super intéressant, puis je pense que dans tes mots, ça va être mieux expliqué que moi. Fait que je te laisse aller avec ça. Ben, mon lead magnet comme tel, j'ai un lead magnet qui est l'analyse vidéo gratuite. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est que quelqu'un vient sur mon site web, c'est une analyse vidéo où est-ce que je lui montre comment Google voit son site web. C'est une vidéo qui dure 5 minutes environ, puis que j'explique juste comment Google voit ça. Donc là, les gens, souvent, c'est comme hey, j'en veux plus, j'en veux plus. Donc, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais leur offrir une analyse vidéo plus poussée qui va montrer avec les corrélations qu'est-ce qui peut être fait. Parce qu'on sait que Google, on peut jouer aux devinettes, on peut jouer avec des généralités, mais en fait, on veut savoir vraiment ce que Google
ce que Google priorise pour un mot-clé précis sur Google qu'on veut. Donc, google.fr, google.ca, google.com. Donc là, je fais une analyse des corrélations. J'espionne Google, OK, pour voir qu'est-ce que Google priorise en analysant les sites web qui sont en avant de vous. Donc, par exemple, si votre site web est en 34e position pour un mot-clé X, ben moi, je vais regarder les 33 sites web qui sont en avant de vous dans les résultats de recherche. Puis là, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces sites web-là, que moi, mon site web en 34e position n'a pas. Puis là, on va essayer de trouver des facteurs de corrélation qui vont nous dire si c'est important de mettre du temps et de l'énergie sur ça ou non. L'exemple que je pourrais donner, c'est que je prends des dés, puis je brasse les dés, puis je les lance sur la table. Si je brasse le dé, puis il tombe sur le chiffre 2. Là, je le rebrasse une autre fois, il tombe sur le chiffre 3, 4, 5, 2. Ça revient. Bon, ben ça, le dé, il n'est pas truqué. C'est un dé normal. Par contre, si je prends un dé, je le brasse, il tombe sur 2. Je le rebrasse, il tombe sur 2. Je le rebrasse, il tombe sur 2. Je fais ça 15 fois de suite, puis il est sur 2. Il y a quelque chose de bizarre. Oui, il y a des probabilités, mais à un moment donné, je continue 20, 25, 30 fois. C'est toujours sur 2. Ouais, le dé est truqué. Il y a quelque chose avec ce dé-là. On fait la même chose. On regarde les autres sites web, les 33 sites web en avant de nous. Puis à chacun des facteurs, il peut y avoir des centaines et des centaines de facteurs qui sont qui vont nous faire sortir sur Google. Puis là, on regarde si les dés sont truqués pour ce facteur-là, en regardant les corrélations. Puis, si les dés sont truqués, ben là, on voit une belle corrélation. Puis là, dans ce temps-là, on dit, OK, ça, c'est un facteur qu'on pense qui est de classification. Maintenant, il faut savoir qu'une corrélation puis un lien de causalité, c'est différent. Donc, ça se peut que ce ne soit pas directement un lien de cause à effet, mais souvent, quand il y a beaucoup on en adresse plusieurs en même temps, ben oui, on voit que le site web, il remonte puis il fait des super de beaux gains sur Google. Fait que c'est intéressant de le faire. Le prérequis, par contre, pour faire ça, c'est d'avoir déjà un site web qui est indexé, c'est-à-dire qui est dans les résultats de recherche de Google. Si on n'a pas de site web, on ne peut pas faire un rapport de même parce qu'on se compare avec les meilleurs en avant de nous. Donc, si on n'a pas de site web qui est indexé, on ne peut pas faire ce type de service-là d'espionner Google comparativement à nos compétiteurs. Y a-tu un type d'industrie que. Je sais que tu travailles avec beaucoup de types d'industries différents, mais tu un type d'industrie en tant que tel ou que ce soit produit, service, que tu as comme un petit penchant pour? Ben, j'aime tout ce qui est socialement responsable, que ce soit l'activité physique. Bon, c'est sûr que j'ai été dans le domaine de l'entraînement physique, donc c'est sûr que si j'ai un site web qui fait la promotion des saines habitudes de vie de différentes manières, que ce soit en bougeant, que ce soit en s'alimentant, peu importe, j'adore ces sites web-là parce que je les connais bien, que ce soit la supplémentation. J'ai beaucoup de notions là-dedans, fait que je comprends bien. Mais sinon, tout ce qui est bien pour les gens, c'est quelque chose que je suis à l'aise. J'apprends aussi dans certaines industries là, où est-ce que je connaissais rien. Par exemple, travailler sur un site pour épilation au laser pour les hommes et les femmes. Ben, moi, je connaissais rien là-dedans, mais j'ai appris énormément. Là. J'ai suivi un cours entre guillemets là, par les deux propriétaires pour qui je travaille dans ce projet-là, mais j'ai appris énormément. Maintenant, si quelqu'un me demande de l'information sur l'épilation au laser, là, je sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est dangereux puis pas dangereux, ce qui fonctionne pour vrai puis ce qui est une arnaque. Bon, ben justement, j'avais besoin de conseils. Tu fais genre en ligne une question, je pense, hein? Ben oui. Je t'ai écrit en plus parce que Jean-Michel et moi, on a une conversation qu'on s'écrit un peu juste pour se dire le temps, là, parce qu'on, chers utilisateurs, on veut pas que le podcast dure 1 heure. On le sait que la plupart des gens l'écoutent sur leur heure de lunch. Fait que j'ai écrit à Jean-Michel, tu peux continuer avec la dernière question, mais je pense qu'il l'a pas vu. Ben écoute, je vois même pas le commentaire, fait que je peux continuer avec la dernière question puis aller avec Ah oui. notre fameuse question d'équilibre digital, Nicolas. Donc, pour tourner dans un monde qu'on est sans cesse ces réseaux sociaux, puis qu'il y en a un à tous les mois qui pop, puis surtout toi qui es entrepreneur, puis en plus qu'il y a une famille, que c'est probablement un petit défi de ce côté-là, puis d'avoir l'impression qu'il faut
tu ailles une stratégie LinkedIn, puis il faut que tu sois là, puis il faut que tu sois là, puis il faut que tu fasses ça, puis il faut que tu ailles un blog, comment tu gères à travers tout ça, comment tu t'acquiers ton équilibre digital dans ce monde digital-là? C'est une excellente question. La première chose, j'habite dans un coin, dans un petit village de l'Estrie, donc au sud de Sherbrooke. Donc, je suis dans le bois. Donc, déjà là, moi, les montagnes, j'habite dans les montagnes. Donc, dès que je sors de la maison, je suis dans la nature. Donc, ça aide beaucoup. Au niveau de la famille, ben, c'est certain que c'est un défi. Dans notre cas, on a fait le choix, ma conjointe et moi, que ma conjointe restait à la maison. Donc, moi, je travaille de la maison, puis ma conjointe reste à la maison avec ma petite fille de 2 ans. Donc, beaucoup de temps de qualité en quantité. Fait que ça permet aussi de passer des beaux moments. Maintenant, pour le reste, ben, pour travailler, je suis quelqu'un d'assez discipliné de nature. Donc, ça va quand même assez bien à ce niveau-là, de par mon background sportif. Mais reste que c'est une question d'équilibre. Puis, tu sais, on parle... c'est drôle parce que j'en parlais tantôt sur LinkedIn avec une personne qui a fait une publication sur ça. On parle d'équilibre de vie, mais c'est le yin et le yang, ou le système nerveux sympathique. En fait, le système nerveux parasympathique, le système nerveux sympathique, c'est quoi? Il y en a un, c'est la relaxation, puis l'autre, c'est l'action. Puis tu sais, on est souvent yang. Yang, c'est action, 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 action tout le temps. C'est les hormones de stress, le cortisol, c'est le stress, 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 stress. Parce qu'on est comme le lion qui court après la gazelle, mais constamment. Mais le lion, quand il attrape sa gazelle, après ça, il va la manger, il va relaxer, il va se coucher, puis il va dormir. Ça, c'est le yin. Le yin, c'est quand tu es dans le système nerveux parasympathique. Tu relaxes. Là, c'est les autres hormones qui embarquent. C'est les hormones de relaxation. Donc, avoir un équilibre entre le sympathique et le parasympathique, c'est quelque chose qui est super bon. Pour moi, c'est l'entraînement physique aussi. J'ai mon gym aussi chez moi, donc je m'entraîne dans ma maison. Je vais courir dans les montagnes. Donc, tu sais, ça passe très par le physique. Je fais de la méditation aussi, ça m'aide beaucoup. De l'hypnose. L'hypnose, des inductions hypnotiques. Quand j'étais préparateur physique, j'ai étudié la programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique, c'est tout ce qui est hypnose. Puis, ça aide énormément pour la confiance en soi, mais aussi pour faire face à l'adversité, et ainsi de suite, pour l'attitude, pour bien des choses, des croyances qu'on peut avoir. Donc, ça coupe le stress. Quand tu contrôles ce qui se passe entre tes deux oreilles, tu diminues de beaucoup le stress. Puis quand tes hormones de stress diminuent, ben, l'énergie est plus haute aussi. Donc, c'est un tout. Bien s'alimenter aussi, ça stresse beaucoup moins le système digestif, donc ça a une influence sur le stress, évidemment, parce que je ne stresse pas mon système digestif, puis ça n'affecte pas mon cerveau autant, au niveau de l'inflammation surtout. Puis, je dirais, c'est un tout, hein? C'est vraiment un tout, mais c'est jamais parfait, évidemment. Mais déjà, juste avec ça, c'est un très, très bon début pour avoir un équilibre, mais bon, c'est certain que j'ai une bonne capacité de travail aussi. Fait qu'il faut que je fasse attention, il faut que je me parle parce que des fois, je suis capable d'en faire un peu plus que les autres. Là. C'était différent comme réponse, j'ai aimé ça. Vraiment. On pose souvent la question, mais chaque réponse est vraiment différente. C'est juste que là, on était dans une situation différente. Je trouvais ça vraiment super intéressant. Mais merci, Nicolas, de t'avoir prêté au jeu avec nous aujourd'hui. Si les gens veulent te suivre, c'est à quel endroit? Ben, il y a mon podcast, Commerce électronique et actifs numériques. Si vous écoutez mon podcast, déjà là, vous allez apprendre plein de trucs sur le SEO, principalement. Je parle beaucoup plus de SEO que d'autres choses parce que c'est mon expertise. Je pense que c'est ta spécialité, c'est ça. Oui, exactement. Mais j'ai aussi parfois des invités qui viennent parler de d'autres trucs super intéressants. Sinon, roiseo.com, c'est mon site web pour mes services. Alors, voilà. Je suis très actif sur LinkedIn aussi. C'est vraiment la place que j'aime le plus. C'est là que je t'ai découvert d'ailleurs. Donc... ben, merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Merci. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.